104.7 au modulation. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Brigitte Yoda. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, le mécontentement des chauffeurs routiers. Ils ont stationné leurs véhicules sur plusieurs axes routiers pour exiger un réaménagement des heures de circulation des véhicules poids lourds. À la une également, le SYNCHA a entamé aujourd'hui 96 heures de grève. 4 autres syndicats de la santé entreront dans la danse demain mercredi. En sport, l'actuel capitaine du Ghana, Asamoah Gyan, a annoncé sa retraite internationale, une annonce qui intervient un mois avant le début de la CAN. Et puis nous parlerons du contrôle des unités de production d'eau préemballée avec notre invité Florentin Garba. Il est le chef du service de la police de l'eau des Hauts-Bassins. La circulation des véhicules articulés ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 10 tonnes est interdite à Ouagadougou de 22h à 5h du matin, selon un arrêté pris le 7 mai dernier par la commune de Ouagadougou, une décision que les chauffeurs routiers contestent pour montrer leur mécontentement. Ces derniers ont décidé depuis lundi matin de stationner leurs véhicules sur plusieurs axes routiers au risque de gêner la circulation. Constat a été fait ce mardi par notre reporter Marina Traoré sur la route nationale numéro 2, la route allant de Ouagadougou à Waïgouya. Zachary Ouedraogo, membre de l'UCRB, est leur porte-parole. Il est au micro de Marina Traoré. C'est le maire qui a fait un papier pour dire que les gros véhicules ne doivent plus circuler dans la ville et que c'est les gros véhicules qui tuent les enfants des gens et que nous devons circuler à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Mais nous aussi, on a des difficultés pour circuler la nuit. Si c'est pas dans la journée, nous on peut pas rouler la nuit. C'est pour cela nous aussi on a garé et on prie Dieu pour voir ce qu'ils vont dire. Nous on peut pas circuler la nuit, il faut que ce soit dans la journée. Et donc nous on attend à ce que ils nous disent quelque chose. Sinon nous on n'a pas de problème, on n'a pas de grève, on n'a pas de sit-in. On attend à ce qu'ils nous disent quelque chose. De toute façon il nous a pas appelé pour qu'on discute. Dans d'autres pays ils ont aussi des heures de pointe, mais ce n'est pas comme ça. En Côte d'Ivoire c'est de 6h à 9h, dans l'après-midi de 15h à 19h. À Cotonou c'est comme ça. La situation que nous on vit là, notre pays n'est pas arrivé à ce niveau-là. Nous on n'a pas de parking, on n'a rien. Nous on les a demandé, ça fait plus de 3 ans maintenant de faire un parking et jusqu'à présent rien n'est fait et ils nous disent qu'on ne doit pas rentrer en ville, on doit garer sur la voie. Nous on ne peut pas l'obliger, c'est lui et sa ville. C'est pour ça nous aussi on a garé sur la voie et on attend. Les chauffeurs routiers appellent le maire Armand Bewandé à revoir les heures de circulation des poids lourds, seule condition selon eux pour qu'ils libèrent la voie. C'est donc une semaine placée sous le signe des grèves et autres mouvements d'humeur qui débutent. Le SYNCHA a entamé aujourd'hui et ce jusqu'au 25 mai une grève de 96 heures. Le secrétaire général du gouvernement est allé ce mardi constater l'effectivité du service minimum au CHU pédiatrique Charles de Gaulle et au CHU Borodogo et aussi encourager le personnel soignant. Le compte-rendu de la visite avec Samira Guiré. Au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle, tout comme au CHU Borodogo, le service minimum est assuré par des étudiants stagiaires et des DES, c'est-à-dire des médecins en spécialisation. Un pool d'argent qui n'a pas une marge de manœuvre dans la prise en charge des patients. Sans leur titulaire, ils ne peuvent pas poser d'acte, nous confie un groupe de stagiaires aux urgences pédiatriques du CHU Borodogo. La grève concerne les médecins, les infirmiers et tout. Et le travail ici, c'est un travail de chaîne. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un, on ne peut pas poser d'acte. Voilà, même le labo grève. Donc, même si on fait, on demande un bilan. Mais les titulaires sont là? Non. Elle est là, mais c'est pas sûr qu'elle travaille. Elle est là. Bon, on l'a vu. Elle nous a même pas donné. On ne sait pas si elle soutient la grève. Est-ce qu'elle nous a dit? Cette accompagnante aux urgences médicales du CHU Borodogo affirme qu'aucun malade n'a reçu la visite d'un agent de santé depuis le matin. Il y a beaucoup de malades, il n'y a pas les docteurs, il n'y a pas les infirmières. On s'est confié à Dieu. Aujourd'hui, là, ils ont dit c'est grave. Tout le monde sont partis. Depuis le matin, vous ne voyez personne? Personne. Tout le monde
il vient, il part. De son côté, le secrétaire général du gouvernement soutient que tout est mis en œuvre pour la continuité des services vitaux. Dr Wilfried Ouedraogo. Quand vous allez dans un hôpital, vous allez dans un CSPS, il y a des services qui sont essentiels. Donc nous avons fait en sorte que du personnel de santé vienne faire en sorte que à tout moment, si un patient arrive, qu'il puisse avoir les soins qu'il faut. À noter que les journalistes n'ont pas été autorisés à prendre des images. Les quelques agents présents craignaient d'être taxés de traîtres par leurs camarades qui ont décidé de répondre à l'appel du SINCHA. Les membres du syndicat des médecins du Burkina Faso, SIMEB, eux, ont tenu un sit-in ce mardi devant la direction régionale de la santé. Ils ont été reçus par le directeur régional du centre à qui ils ont remis un mémorandum. Ils étaient accompagnés par leurs collègues du syndicat des sages-femmes et magneticiens d'État du Burkina, le syndicat national des travailleurs de l'administration hospitalière et des services de santé et le syndicat autonome des infirmiers du Burkina. Ce sont les 4 autres syndicats de la santé qui ont annoncé une grève à partir de demain pour 3 jours. Marina Traoré pour le compte-rendu du sit-in. Non au salaire de misère des médecins, non à la clochardisation des médecins. Oui, pour des médecins motivés pour des soins de qualité, pouvait-on lire sur les affiches à ce sit-in. Tous vêtus de leur blouse blanche, les agents de santé, membres du SIMEB, sont venus manifester leur mécontentement auprès du directeur régional de la santé, à qui ils ont remis un mémorandum contenant leurs revendications. Dr Mamadou Nsouri, délégué régional du centre du syndicat des médecins du Burkina Faso. Nous sommes là pour interpeller le gouvernement. Les revendications ne sont pas seulement pécuniaires. L'augmentation du niveau de qualification de nos plateaux techniques, c'est aussi dans l'organisation des services de santé. À en croire les médecins, c'est le deuxième mémorandum qu'ils déposent auprès de la direction régionale du centre. Si pour le premier, rien n'a été fait, ils espèrent pour ce mémorandum avoir gain de cause. Le docteur Wenlasida Ouedraogo, directeur régional de la santé du centre, a rassuré ses visiteurs du jour quant à la transmission de leurs documents à ses supérieurs. Nous allons en faire le traitement qu'il faut et transmettre à la hiérarchie pour que les mesures qui doivent être prises soient prises en fonction de ce qui est contenu dans le mémorandum. Le syndicat des médecins du Burkina Faso sera en grève du mercredi 22 au samedi 25 mai prochain. Et puis, cette fois-ci, c'est la traditionnelle rencontre annuelle gouvernement-syndicat s'est enfin ouverte aujourd'hui. Une rencontre qui intervient au moment où certains syndicats sont en grève. Depuis 2017, cette rencontre ne s'était pas tenue. Les syndicats ont posé un préalable à le règlement de l'IUTS, impôt unique sur le traitement des salaires prélevés sur les primes et indemnités du travailleur du privé, du public et du parapublic. Pour le gouvernement, il ne devrait pas avoir de préalable à une telle rencontre. Lamine Traoré pour le compte-rendu. L'endroit est symbolique. La salle du dialogue social de l'immeuble Baouguin. D'un côté, le Premier ministre et des membres de son gouvernement, et de l'autre, des représentants du syndicat. Ces derniers sont arrivés avec un objectif clair, le règlement de l'UTS. Impôt unique sur le traitement des salaires, prélevé sur les primes et indemnités des travailleurs du privé, du public et du parapublic. C'est un préalable. Georges Yamba, président du mois des centrales syndicales. Le règlement de l'UTS, ça a été un préalable en 2017. Et 2 ans après, il n'y a toujours rien. Mais je veux bien croire à la bonne foi du gouvernement. Mais comme on dit, on ne piétine pas 2 fois la chose de l'aveugle. Aujourd'hui, pour nous, c'est soit on résout ce problème, ou bien il n'y a pas de discussion. Parce que rien ne sert de s'asseoir, rien ne sert de prendre des engagements si demain on sait qu'on ne va pas les respecter. Nous avons assez des engagements qu'on prend et qu'on ne respecte pas. Et il faut apprendre à respecter le mouvement syndical. Nous avons été sages jusqu'à aujourd'hui, mais attention. Pour le Premier ministre, il ne devrait pas avoir de préalable à l'ouverture des travaux. Christophe Dabiré. Les préalables sont conçus pour organiser le débat et faire en sorte que ce débat soit fluide. Mais si le préalable demande un engagement de la part de l'autre partenaire, ça veut dire que c'est un point qui doit être versé dans le débat, de manière à ce que chacune des parties puisse avancer ses arguments, chacune des parties puisse développer son point de vue, et à l'issue de tout cela, on tire une conclusion qui permet de lever le préalable comme ils l'ont dit. Les syndicats, eux, exigent le traitement de cette question relative à l'UTS.
prélevés sur les primes et indemnités servis aux travailleurs du privé et des établissements publics et parapublics de l'État, le Code du travail, le Tchekhov, les permanents syndicaux sont aussi des points qui traînent depuis de nombreuses années, selon les syndicats. La suite de l'actualité nationale. Les États membres du Conseil de l'Entente, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo, membres de l'organisation aux côtés du Burkina dans son combat contre le terrorisme. Lundi à Ouagadougou s'est ouvert le deuxième atelier d'échange d'expériences et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent dans l'espace Entente. 3 jours pour échanger et proposer des solutions face à un phénomène qui ne concerne plus seulement les pays sahéliens. Judith Traoré. Dans certains États membres du Conseil de l'Entente, comme le Burkina, la violence est devenue quotidienne et les terroristes usent de toutes les stratégies pour semer le chaos. Patrice Kwame est le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Vous savez tous la situation que nos pays vivent, qui est devenue une situation vraiment préoccupante, et il nous appartient de mener des réflexions approfondies, trouver les causes du mal et proposer à nos gouvernements des solutions pour que ce mal disparaisse. Sinon, tout projet de développement sera abandonné et ça, nous ne le souhaitons pas pour notre jeunesse. Après Abidjan en 2018, c'est Ouagadougou qui abrite ce deuxième atelier d'échange d'expériences et d'analyse, et cela n'est pas le fruit du hasard selon Patrice Kwame. Nous avons tenu à tenir cette réunion au Burkina pour marquer notre solidarité avec le peuple burkinabé qui fait face à cette agression permanente. Organisée en partenariat avec le département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, cette rencontre est, de l'avis de la directrice du bureau de la coopération suisse au Burkina, une opportunité à saisir. Elisabeth Pitloud Alanza. Il faut passer à l'action aujourd'hui afin de prévenir les violences, ramener cohésion sociale et paix dans les pays de l'entente. Les conclusions de cette rencontre sont attendues pour ce mercredi. Une autre marque de solidarité, une semaine après l'attaque contre une église à Dablo, la Ligue islamique pour la paix au Faso a rendu visite hier au cardinal Philippe Ouedraogo. La délégation est allée témoigner sa solidarité à la communauté catholique touchée par cet événement qui a causé la mort de 6 personnes dont un prêtre. El Hadj Ouseni Tapsoba, président de la Ligue. Le Burkina vient de traverser une période très difficile et continue de passer en tout cas des périodes difficiles. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a des malfaiteurs qui sont dans une église, tuer des fidèles et un prêtre. Donc il était normal, en tant que musulmans qui prônent la paix, pour venir de vive voix, présenter d'abord nos condoléances au cardinal et à toute la communauté catholique et les dire que nous, musulmans, nous sommes derrière eux. Ce qui se passe n'est pas une affaire de musulmans qui tuent les chrétiens. Et c'est ça, nous sommes venus rassurer le cardinal Philippe Ouedraogo. Le message qu'on lance, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens paniquent. Ce sont des gens qui sont venus faire du mal au Burkina Faso. Donc c'est normal de voir avec le cardinal pour resserrer les liens d'amitié qui existent entre les musulmans et les catholiques. La démarche de la Ligue islamique a été bien appréciée par le cardinal Philippe Ouedraogo. Il appelle tous les croyants à prier pour retrouver la paix au Burkina. Nous sommes très heureux vraiment d'accueillir la Ligue islamique pour la paix. Leur démarche, sans même les paroles, est un message très fort. Nous sommes les grains d'un même et unique panier. C'est ce qu'ils sont venus nous témoigner. Si nous avons un souhait, c'est qu'ensemble nous puissions conjuguer nos efforts pour faire face à cet ennemi commun qui vient compromettre notre vivre ensemble. Des propos recueillis par Abdul Fattah Tiemtori. Un mot de l'actualité internationale. En RDC, après sa nomination, le nouveau Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a pris l'engagement de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais. Il a indiqué que la sécurité et l'instauration de la paix constituent les priorités de son gouvernement. En RDC toujours, Moïse Katumbi est de retour au pays après 3 ans d'exil et l'annulation de sa condamnation dans une affaire de spoliation immobilière. L'opposant est arrivé lundi après-midi dans son fief Lubumbashi, accueilli par des milliers de partisans. Omega Sport.
À un mois du début de la CAN en Égypte, Asamoah Gyan, l'actuel capitaine du Ghana, a annoncé sa retraite internationale afin de protester contre l'intention du sélectionneur Kehui Appiah de vouloir nommer un autre capitaine à la CAN. Âgé de 33 ans, Gyan a fait ses débuts avec les Black Stars en 2003. À l'âge de 17 ans, il compte 106 sélections et a disputé 3 Coupes du Monde 2006, 2010 et 2014. Il est le meilleur buteur du Ghana avec 51 buts. La suite de l'actualité sportive, c'est avec Bernabe Cabri. On connaît depuis hier lundi les entraîneurs qui vont diriger les étalons locaux et les équipes de petite catégorie de Burkina Faso. Sans surprise, et seul candidat en lice, Seydou Zerbodi Krol, a été retenu comme entraîneur des étalons locaux. Le technicien, arrivé en sapeur-pompier à Luso, a permis aux unionistes de l'Arlé d'assurer leur maintien en première division après le succès samedi à Banfora 1-0. Brahma Traoré reste à la tête des étalons espoirs. L'équipe junior sera coachée par Oscar Barrow, jusque-là entraîneur de la SFB. Le jeune technicien s'est illustré ces dernières années en remportant le championnat à 2 reprises avec le RCB et la SFB et une Coupe du Faso avec le RCB. Les étalons cadets ont comme entraîneur Eric Zie Ouattara qui a officié à Cada School International au Majestic et présentement encadreur à l'AFP Academy Foot Plus d'Amado Traoré. Le Burkina Faso disputera le 9 juin en Espagne un match amical contre la République démocratique du Congo dans le cadre des journées FIFA. L'entraîneur du Burkina Faso, Paulo Duarte, a rendu public hier soir la liste des 26 joueurs retenus. Il s'agit d'Hervé Kofi Kwaku, Aboubakar Sawadgo et Kylian Ikiema comme gardiens. Défenseurs, Issoufou Dayo, Dylan Ouedraogo, Edmond Faisal Tapsoba, Issouf Paro, Somaïla Ouattara, Steve Yago, Yacouba Koulibaly, Oula Abbas Traoré et Issa Kabore. Milieu de terrain, Blati Touré, Abdou Razak Traoré, Charles Kabore, Brian Dabo, Ibrahim Bansé, Bertrand Traoré et Cyril Bayala. En attaque, on a Ahmed Touré, Abou Kadir Ouattara, Franck Lassina Traoré, Yaya Banworo, Eric Traoré, Bassirou Compaoré et Abdoul Faisal Tapsoba. L'invité de la rédaction. Antoine Boni reçoit Florentin Garba, le chef du service de la police de l'eau des Hauts-Bassins. Il nous parle des actions de contrôle des unités de production d'eau préemballées effectuées par son service depuis 2017 sur 65 unités. 31 non-règles ont été fermées. Florentin Garba, vous êtes le chef de service de la police de l'eau. Alors, dites-nous, quand on parle de police de l'eau, de quoi il s'agit? Ok, merci tout cas la chance de nous exprimer. La police de l'eau est un service administratif qui a à sa charge la coordination et la mise en œuvre de la police de l'eau au niveau régional. Ça veut dire que ce service-là va coordonner les actions, les interventions des autres structures qui font partie de la police de l'eau sur le terrain en matière de protection de la ressource en eau. Donc, il y a le service police de l'eau qui est logé au niveau des directions en charge de l'eau et il y a la police de l'eau qui comprend et le service police de l'eau qui coordonne et la police nationale, la police municipale, la gendarmerie, les eaux et forêts et les agents assermentés de la santé pour les questions d'hygiène. Quels sont les objectifs de la police de l'eau? L'objectif global, c'est de travailler à limiter l'atteinte de l'intégrité de la ressource en eau. Voilà, donc que ce soit l'eau de surface, que ce soit l'eau souterraine, que ce soit les milieux aquatiques, doivent être protégés des pollutions, contrôler aussi les prélèvements. De façon spécifique, c'est d'instruire les demandes de déclaration d'autorisation parce que tout ce qui est prélèvement d'eau de surface ou d'eau souterraine est soumis à déclaration d'autorisation. Contrôler le respect des prescriptions imposées pour ceux qui veulent faire des ouvrages, etc. Rechercher les installations, les travaux, donc tout ce qui est forage, il y a des règles à suivre. Et aussi contrôler la protection de la qualité de l'eau, contrôler le respect des bandes de servitude, contrôler les rejets des déchets et des risques potentiels de pollution des ressources en eau, etc. Parce qu'il y a des normes de déchets, des déchets solides et liquides au Burkina Faso qu'il faut respecter, etc., etc. Depuis que la police de l'eau existe, vous allez me dire en quelle année déjà ça existe dans la région des Hauts-Bassins. Et depuis cette date-là jusqu'aujourd'hui, quel est déjà le bilan des opérations de la police de l'eau? Ok, merci. Le service police de l'eau des Hauts-Bassins, c'est le service pilote mis en place en 2014. Nous avons commencé à fonctionner depuis 2015. Donc pour ce qui nous concerne, depuis 2015, nous avons fait pas mal d'activités. Nous avons eu à contrôler les bandes de servitude, des cours d'eau et des retenues d'eau.
pour protéger en fait la ressource en eau de l'envasement et aussi de la pollution, la qualité en fait de l'eau. Comme je le disais, quand les gens vont cultiver au bord de cours d'eau ou de retenues d'eau, ils vont enrichir la ressource en eau qui va amener aussi l'accroissement des plantes envahissantes. Et s'il y a des plantes envahissantes, ils vont consommer tout l'oxygène qui est dans l'eau. Et du coup, on aura une retenue où il n'y aura pas quelque chose à l'intérieur, en tout cas pas de vie aquatique à l'intérieur. Et aussi, le fait de remuer la terre autour des retenues d'eau et des cours d'eau va causer l'envasement. Ce qui fait qu'actuellement, on a fait une sortie sur le barrage de Samandini qui vient d'être créé. Donc, pour que, en tout cas, voir dans quelles conditions on va faire en sorte que, en tout cas, les gens respectent la bande de servitude. Et pour ce qui est du barrage en passant, le délai c'était jusqu'au 31 mai pour que les uns et les autres qui ont été même indemnisés sur là où ils sont installés puissent libérer cette bande de servitude pour qu'on conserve l'élément central du projet le plus grand depuis l'indépendance du Burkina Faso. Donc en dehors des bandes de servitude, l'autre grand axe c'est le contrôle des rejets des déchets et des risques potentiels de pollution de la ressource en eau. À ce titre, nous avons contrôlé une soixantaine de structures dans le privé et il y a aussi des structures de l'État comme l'hôpital Sourou-Sanou, l'abattoir ou bien la Sonabel. Donc pour les structures, nous faisons des recommandations pour améliorer la gestion des déchets liquides et solides. Donc les textes disent que chaque structure a le devoir de les traiter pour qu'ils répondent aux normes de rejet avant de les rejeter dans la nature. Donc, comme j'ai dit, une soixantaine ont été inspectés depuis 2015. Donc, ce que nous faisons, c'est de contrôler une fois, faire les recommandations. Deuxième fois, vérifier si les recommandations sont exécutées. La troisième fois, si c'est pas fait, nous interpellons et que nous sanctionnons. Donc pour 2016, par exemple, nous avons sanctionné 3. 2017, nous avons sanctionné 5 structures par rapport à la gestion des déchets liquides et solides. Donc l'autre grand plan aussi, c'est le contrôle des producteurs d'eau préemballés. À ce titre, en 2016, nous avons fait un atelier de sensibilisation des producteurs d'eau destinés à être utilisés comme eau de boisson. Donc en son temps, nous avons accordé une année. La première sortie en décembre 2017. Et jusqu'à présent, nous avons contrôlé 65 unités. Et sur les 65 unités, il y a 7 qui sont en règle. Et il y a 31 unités qui ont été fermées par la police de l'eau, dont 5 qui ont vu leur matériel saisi par la police de l'eau. Il y a 12 qui utilisent l'eau de l'ONEA, quelque chose qui est interdit. Il y a 15 unités que nous avons accordé un délai de 5 mois pour se conformer. Il y a 12 unités qui étaient fermées lors de nos passages. La dernière mission que nous avons eu à faire de 17 au 10, donc nous avons pu visiter au total 25 unités. Donc il y a 2 qui étaient en règle, il y a 14 que nous avons fermées. Sur les 14, il y a 4 qui fonctionnent notamment. Il y a 6 qui utilisent l'eau de l'ONEA et il y a 4 qui utilisent l'eau de forage, mais il n'y a pas de contrôle de la qualité de l'eau qu'ils vendent. Et il y a 7 qui ont obtenu un délai de 5 mois pour se conformer à la législation qui existe parce qu'ils ont un protocole et ils savent qu'il les permet de contrôler la qualité des eaux qu'ils vendent. Donc il y a 2 qui étaient en arrêt temporaire pendant l'arrivée de la mission. C'est des structures aussi qui fonctionnent la nuit. Bon, mais dans l'avenir, on saura comment gérer, faire en sorte que ceux qui fonctionnent la nuit ne fonctionnent plus. Mais qu'est-ce qui est mis en œuvre? Parce que vous allez fermer aujourd'hui, mais après, ces derniers vont trouver un moyen encore d'ouvrir. Voilà, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour vraiment les contraindre à respecter la réglementation en vigueur? Ce qui est mis en œuvre, c'est les amendes. Comme j'ai dit, nous faisons payer des amendes. Nous saisissons le matériel qui est utilisé. Par exemple, pour la dernière mission, le minimum c'était 50 000 pour les questions d'hygiène jusqu'à 500 000 francs. Maintenant, là où nous avons fermé, nous avons pris le matériel et que les gens ont persisté malgré qu'on s'est accordé dans un procès verbal pour qu'ils arrêtent le temps de chercher les documents et nous les conduisons au tribunal. Nous dressons un procès verbal que nous déposons au tribunal de grande instance de Bobo pour que la personne soit entendue. Merci M. Garba. Merci à vous. Florentin Garba, chef du service de la police de l'eau des Hauts-Bassins, répondait aux questions d'Antoine Boni. Fin de